On va rester dans les chiffres. Ceux qui sont ceux de ce rendez-vous traditionnel annuel, la révélation, la présentation des données de l'Observatoire KPMG sur le transport sanitaire. Quelle a été votre activité? Quels ont été les coûts? Quels sont les leviers aussi d'amélioration de votre activité au quotidien? On va en parler avec les deux invités qui nous rejoignent, que vous connaissez bien là aussi, un duo de choc qui est avec nous, bien évidemment. C'est Marc Basset et Maurice Wolf, sous vos applaudissements. Alors, on va commencer. Alors, prenez les places. Marc Basset, évidemment, de KPMG France, qui produit cet observatoire précieux du transport sanitaire, et Maurice Wolf de la FNMS qui connaît avec son œil d'expert depuis plus de 25 ans cette activité et ce monde, et qui nous apportera des analyses de terrain aussi sur les manières d'améliorer et d'optimiser un peu les process. On commence tout de suite avec vous, Marc, et puis on va faire un peu en duo. Moi, je vais piloter les slides de cette présentation de l'observatoire. Alors, on va commencer avec le premier slide. Normalement, ça va. Voilà. Ah non, bah non, ça, c'est pas le premier. Si on est déjà dans le carburant... C'est un vrai sujet, mais c'est pas le premier. C'est un vrai sujet, mais on va commencer... Voilà. On arrive bientôt à la pompe. Alors, présentation de l'Observatoire. Peut-être un petit mot rapide sur le panel. Oui. Alors déjà, peut-être simplement pour ceux qui veulent télécharger l'Observatoire, vous avez des QR codes. Hein, il y en a devant la salle ici. Je pense qu'il y en a d'autres mis ailleurs, puisque là, on a sélectionné un certain nombre d'éléments, mais on n'a pas, bien évidemment, tout mis pour que ce ne soit pas trop long. Donc effectivement, alors panel, alors peut-être juste sur la structuration de la présentation et puis donc de l'observatoire. Là, on a 4 slides qui vont être plutôt sur, on va dire, le paysage d'ensemble, que ce soit effectivement la situation économique et puis un certain nombre de sujets qui sont un peu en toile de fond de votre activité. C'est déjà venu dans les questions, les frais de personnel, le carburant, ainsi de suite. Ensuite, on a l'Observatoire qui regarde effectivement ce qui s'est passé au cours des 3 dernières années et en particulier en 2021, après effectivement la grande dépression de 2020, année Covid. Et puis ensuite, une analyse qui est un petit peu plus microéconomique qui nous permet effectivement de descendre dans le détail de la réalité des coûts de vos entreprises. Donc là, en fait, premier slide, alors c'est pas nous, c'est Exerfi à qui je l'emprunte. Exerfi, c'est un organisme qui observe l'ensemble des secteurs d'activité, des études qui sont plutôt de très bonne qualité. Et on va le voir dans la discussion qu'on va avoir après, et puis on va s'en servir, nous, dans les discussions avec l'assurance maladie. On voit effectivement l'évolution du risque du secteur du transport sanitaire. Et vous voyez effectivement qu'on va plutôt vers un risque qui augmente. Et le risque que Xerfi considère pour l'année 2023 est le plus haut qui ait jamais existé. Donc on en reparlera après, pourquoi on en arrive là. Mais effectivement, c'est un élément qui, en termes d'observation du marché, ils ne sont pas forcément spécialistes du transport sanitaire, mais les données conjoncturelles qu'ils observent font dire ça. Alors ça, on va essayer de mieux comprendre l'évolution de ce risque. Avant 23, on a 22 et 21, et on va essayer de regarder de manière un peu générale les grandes tendances avec le chiffre d'affaires du secteur. Comment est-ce qu'il se situe sur cette année 21 au sortir de cette crise sanitaire, et quels sont les points critiques que vous allez mettre en avant? Alors je pense que ça c'est un chiffre qui est complètement corrélé avec ceux de l'assurance maladie. Donc, ce qui nous fait dire que l'observatoire qu'on utilise est effectivement cohérent. Il y avait une baisse d'activité hors aide de 7 à 8% en 2020. Bon, on est tous effectivement au courant de ce qui s'est passé, donc c'est logique. Et il y a eu un rebond d'activité de plus de 11% en 2021. Si on prend moins 7 plus 11, ça ne fait pas plus 4, hein, puisqu'on repart de 93, donc ça fait plus 3,4% entre 2019 et 2021 en termes d'évolution d'activité.
ce qui est, je dirais, quasi normal. Hein. On est dans un secteur où on a une évolution structurelle de la demande, donc 3,4% entre 2009 et 2021, c'est-à-dire sur 2 années. On ne peut pas dire qu'il y a un dérapage, effectivement, de l'évolution par rapport aux tendances antérieures. On va regarder quelques points clés, et le premier point clé, on le voyait tout à l'heure, c'est évidemment l'évolution du coût du carburant. Donc, autre élément, effectivement, alors j'allais dire conjoncturel, celui-là il est malheureusement peut-être plus structurel que conjoncturel, puisqu'il appelle, enfin, ça touche à la fois bien évidemment aux aspects conjoncturels de guerre, mais ça touche aussi aux aspects structurels environnementaux. Donc, l'évolution du coût du carburant, alors j'ai trois chiffres en tête, mais si on fait du ponctuel, ça c'était histoire de se faire peur, entre mars 2020 et mars 2022, le carburant il avait pris 78% en valeur spot. C'est quand même, bon, heureusement, c'est pas ce qu'on a en moyenne. Et vous n'observez pas 78% d'augmentation du coût de votre carburant. Si maintenant on regarde le premier semestre 2022 par rapport au premier semestre 2021, il avait pris 51%. Maintenant, il y a le bouclier tarifaire. Donc avec le bouclier tarifaire, ça descend et on va considérer que cette année, en moyenne, on va se retrouver avec 35 à 40% d'augmentation du coût du carburant sur 2022. C'est énorme hein, par rapport à 2021. Après, quid de la sortie du bouclier tarifaire? On ne sait pas ce que décideront les pouvoirs publics, mais je pense que structurellement, malheureusement, on a un coût du carburant qui va augmenter de façon significative. Oui, qui se situe, vous le dites, à 7-8% en 2022, a priori, du chiffre d'affaires. Donc on est au-delà des 6% qu'on peut avoir habituellement. Oui, habituellement, on disait toujours aller autour de 5, grosso modo. Hein, c'est un peu le point de référence historique, hein, entre 5 et 6. Là, on est monté à 8 au premier semestre. Là, on redescend plutôt à 7, mais 7% du chiffre d'affaires, c'est à peu près ce qu'on a au niveau du carburant. Alors l'autre grande épine dans le pied du chiffre d'affaires et de la rentabilité, c'est bien évidemment les coûts associés au travail. Je vous laisse nous en dire un mot. Oui, alors le coût du travail, donc là on l'observe depuis 2014, donc on s'aperçoit qu'on avait plutôt quelque chose d'assez stable dans la période 2014-2017. Il y a eu le CICE, il y a eu pas mal de mesures, il y a eu des baisses de charges sociales, donc grosso modo on arrivait à avoir un coût du travail à peu près stable. Et là, malheureusement, bon, alors, ou heureusement, hein, enfin, j'en sais rien, hein, ça dépend si je me place côté salarié ou si je me place côté entrepreneur, bien évidemment. Aujourd'hui, on est dans une mécanique inflationniste qui fait qu'effectivement, on a un coût du travail qui augmente. Si on prend l'augmentation du SMIC, parce que dans le coût du travail, il y a plusieurs choses. Et il y a quelque chose qui est complètement subi par les entreprises, et en particulier subi par les entreprises de services, hein, puisque qui dit service dit personne, qui dit personne dit effectivement l'importance du coût du travail. Et des services comme les vôtres, il y a quand même beaucoup de salariés qui sont soit au SMIC, soit légèrement au-dessus du SMIC. Et le SMIC, en 2 ans, il a pris 8%. Donc mécaniquement, vous avez vos coûts qui ont augmenté pour les salariés au SMIC de 8%, puisqu'on n'a pas changé les règles de calcul de charges sociales. Ce qu'on constate dans vos entreprises, c'est que vous avez augmenté plutôt de 6%. Donc ça veut dire qu'en fait, on a augmentation du SMIC, mais on a un écrasement, en fait. Donc c'est-à-dire que les salariés qui sont légèrement au-dessus du SMIC se font rattraper. Donc à un moment donné, ça ne peut pas durer. Donc je pense que l'augmentation du SMIC devra se traduire de façon, alors au forceps peut-être, parce que ça ne va pas être facile au niveau de l'assurance maladie, mais devra se traduire dans les prix futurs. Parce que là, je dirais que celui qui donne l'impulsion, là, c'est bien l'État. Hein. Donc, à un moment donné, ce n'est pas de la négociation collective, ce n'est pas le fruit de ce que vous avez lâché aux salariés, c'est mécanique par rapport à, effectivement, la décision politique prise. Alors, on va aller plus précisément dans les chiffres 2021, en commençant par la croissance du chiffre d'affaires. Je vous laisse nous la commenter sur cette année-là et en fonction des tailles des entreprises, comme on le voit. Oui. Donc là, croissance du chiffre d'affaires, là on retrouve nos 11,5%, hein, donc, que j'évoquais tout à l'heure. Alors il y a des variations importantes. Alors je ne sais pas si c'est conjoncturel, je suis incapable de le dire. C'est les entreprises de moins de 10 salariés qui ont eu le moins de rebond en termes de chiffre d'affaires, hein, par rapport à 2020. Donc quand on regarde les comparatifs, effectivement 2021-2020, les rebonds principaux sont dans les entreprises de 20 à 50 salariés. Et d'ailleurs, de façon assez générale, c'est
ces entreprises-là qui ont plutôt été les plus, entre guillemets, favorablement impactées par la reprise 2021 après l'arrêt 2020. Je suis incapable d'analyser pourquoi. Peut-être que certains ont la clé dans la salle, mais c'est qu'un constat, quoi. Alors, on va regarder deux données clés. C'est évidemment le taux de valeur ajoutée et l'excédent brut d'exploitation, qui racontent aussi l'activité et la trésorerie. Je vous laisse les commenter aussi. Alors, taux de valeur ajoutée, on s'aperçoit qu'il est relativement stable. Alors, il y avait une petite dépression en 2020. Alors, 2020, vous allez le voir, on va le surtout voir avec l'excédent brut d'exploitation. Ce qui a été négocié, alors vous savez que l'assurance maladie, vous avez bien compris que c'est toujours pas facile. Et vous vous souvenez qu'il y a eu une négociation à hauteur de compensation, enfin la baisse de chiffre d'affaires compensée à hauteur de 86%, alors, la fameuse DIPA. Alors pas si simple, je sais qu'il y a beaucoup de conflits DIPA encore, certainement qu'un certain nombre d'entre vous sont concernés dans la salle, mais on s'aperçoit qu'effectivement, au niveau de la couverture de ce différentiel en 2020, et on le verra effectivement avec l'excédent brut d'exploitation, c'était pas trop mal. Au niveau de la valeur ajoutée, il y avait un petit peu moins. C'est normal puisque une grande partie de la DIPA, c'est quand même des aides liées aussi. Il y a eu des réductions de charges sociales aussi en mesure Covid à un moment donné. Donc, au niveau de la valeur ajoutée, il y avait eu un point de perdu. Et on retrouve en 2021, avec 78,74% du chiffre d'affaires, donc au niveau de la valeur ajoutée, l'équivalent de ce qu'on avait en 2019, 78,56%. Donc, grosso modo, on a retrouvé nos équilibres historiques au niveau de la valeur ajoutée en 2021. Je parle bien de 2021. On verra après, quand on va se projeter 2022-2023. Donc sur l'excédent brut d'exploitation, et c'est là que je dis que la négociation des 86%, elle était bonne. Alors elle était bonne pour les entreprises, et je dirais que ça nous crédibilise aussi vis-à-vis de l'assurance maladie. Parce que quand il a fallu négocier les 86%, ça n'a pas été si simple. Et du coup, on s'aperçoit qu'au niveau de l'excédent brut d'exploitation, en 2019, il était à 7,46% du chiffre d'affaires. En 2020, il est à 7,96%. Ça veut dire que les entreprises n'ont pas fait de surcroît de marge par rapport effectivement à ce qui a été négocié. On est entre 7 et 8 sur le panel, donc on est sur quelque chose qui est totalement cohérent. Par contre, 2021, c'est un vrai rebond, puisqu'on se retrouve effectivement avec 10,1% du chiffre d'affaires au niveau de l'excédent brut d'exploitation. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, ce n'est pas ce que je dis, mais effectivement, c'est un vrai rebond qui s'explique assez facilement. Il y a trois phénomènes. Il y a d'abord la reprise d'activité qu'on a vue, les 11,5% de croissance. Le deuxième phénomène, 2021, il y a un prix du carburant qui était bas, surtout au premier semestre 2021. Donc ça, c'est important. Et 2021, pas de renégociation salariale. Donc les renégociations salariales, alors peut-être dans certaines entreprises, mais je dirais globales, puisqu'en fait, les NAO 2022 sont venus impacter les coûts effectivement à partir du 1er avril 2022. Donc 2021, sage sur les salaires, sage sur le carburant, et reprise d'activité normale, donc effectivement un résultat qui est plutôt correct au niveau de l'excédent brut d'exploitation par rapport à ce qu'on avait, ne serait-ce qu'en 2019, avant la crise Covid. Juste un tout petit mot de complément. Les PGE, les dettes sociales, elles viennent comment impacter ces données-là sur 21, parce qu'elles commencent à exister? Oui, alors donc effectivement, là, je n'ai pas abordé l'aspect bilanciel et je n'ai pas mis de transparent, de slide là-dessus. Il y a deux éléments aujourd'hui qui effectivement viennent alourdir les bilans. Alors même si la dette n'a pas dérapé par rapport aux années antérieures, il y a quand même deux dettes qui sont aujourd'hui dans les comptes, dans les bilans des entreprises. Il y a les PGE, donc ils sont en général remboursés sur 4 ans. Donc effectivement, c'est un poids significatif. Et puis, il y a toutes ces dettes sociales qui ont été différées au moment de la crise Covid et qui sont remboursées sur 24 à 36 mois pour un certain nombre d'entreprises. Peut-être que certains ont même un peu plus, mais enfin bon, en général, c'est 24 à 36 mois. Donc, quand on regarde la dette des entreprises aujourd'hui, effectivement, il faut prendre la dette d'emprunt, la dette de crédit bail, la dette de PGE et la dette sociale, qui est vraiment de la dette moyen terme. Et puis ça, bien évidemment, en
En 2021, je dirais que ça n'a pas constitué un très grand sujet, puisque comme l'activité repartait et que la trésorerie, du coup, l'excédent brut d'exploitation, c'est ce qui, à un moment donné, devient de la trésorerie dans les entreprises. Une fois qu'on a tout encaissé et qu'on a tout payé, c'est du cash. Donc ça a permis effectivement de faire face à cette dette. On imagine très bien que dans les 3 ans qui viennent, qui vont rester effectivement des années de remboursement du PGE, eh bien, il va y avoir, si notre excédent brut d'exploitation redescend, une vraie difficulté pour faire face en même temps aux charges normales liées à l'activité, plus effectivement au remboursement de PGE et à la fin des remboursements de dette sociale. 2 derniers points qu'on va voir sur cette année 21, ils sont importants, c'est les frais de personnel et la diversification aussi de l'activité sur la part des frais personnels retraités. Oui, alors sur les frais de personnel, c'est un petit peu ce que... Alors, d'ailleurs, c'est une remarque que nous a fait l'assurance maladie l'autre jour. Dans les projections 2021 qu'on avait faites avant la crise, 2019-2020, au moment de la négo d'ailleurs, on avait prévu à peu près 67% du chiffre d'affaires au niveau des frais de personnel. On s'aperçoit qu'en 2021, en moyenne, compte tenu effectivement de cette pause quelque part qu'il y a pu y avoir sur les évolutions salariales, on est tombé entre 65 et 66%. 2 points de moins, c'est votre dépense principale, bien évidemment, on est dans le service, donc c'est quand même significatif et c'est ce qu'on va retrouver dans l'excédent brut d'exploitation. Donc c'est dans le passage de 7 à 10, on a ces 2 points-là qui sont significatifs. Et quand on regarde la masse salariale, on s'aperçoit que par rapport à 2019, effectivement, on n'a eu qu'une augmentation de 1,5%. Donc ça veut dire qu'effectivement, on a probablement été effectivement raisonnable, même si c'est tendu sur les salaires. Et puis il y a probablement aussi un peu de gains de productivité. Chaque année, il y a des gains de productivité qui sont faits à travers l'organisation. C'est pas facile d'en faire, c'est pas ce que je dis, mais c'est un peu le constat qu'on peut faire à travers ces chiffres. Un mot très... La reprise du transport partagé fin 2021. Un mot très rapide sur les enjeux de diversification d'activité. Alors, là, c'est sur la ventilation du chiffre d'affaires. Alors là, on va arriver sur un sujet qui a déjà été évoqué tout à l'heure, donc à travers les aides, l'association de loi de 1901. C'est vrai que les 4 dernières années, c'est 350 millions d'euros d'aide. L'aide, l'avantage, c'est que ça permet de passer un cap. L'inconvénient, c'est que c'est conjoncturel. Donc, à un moment donné, il faut rentrer dans le structurel et je vous rejoins à 200%. Et on voit qu'effectivement, au niveau des aides, en 2020, c'était 4,11% du chiffre d'affaires. En 2021, on est encore à 1,41% du chiffre d'affaires. On verra après quel niveau de résultat il y a. On a un niveau de résultat en 2021 qui est entre 3 et 4%. On a 1,41% d'aide. Donc ça constitue en pourcentage du résultat quelque chose qui est non négligeable. Après, sur la répartition d'activités, on a une augmentation de l'ambulance. Alors, augmentation de l'ambulance, je pense qu'alors là, vous allez peut-être me dire que vous n'êtes pas d'accord avec moi. L'impression que j'ai, c'est qu'effectivement, comme vous manquez de personnel, vous avez tendance plutôt à privilégier l'activité ambulancière par rapport à l'activité VSL. Donc du coup, on se retrouve effectivement avec un poids de l'ambulance par rapport au VSL qui augmente, alors que début 2020, dans les augmentations de tarifaires qui ont eu lieu, on a mis plus de prix sur le VSL que sur l'ambulance. Donc on ne le retrouve pas dans les chiffres de vos entreprises et dans les chiffres de l'assurance maladie, puisqu'on a plutôt tendance à avoir dans les chiffres que l'assurance maladie a communiqué une baisse en volume, quand on le retraite effectivement des augmentations tarifaires, une baisse en volume de l'activité VSL. Bilan des grandes tendances, en 2 mots, un peu de tout ce qu'on vient de se dire. Alors, les grandes tendances, donc, on décompose le compte de résultat donc, avec l'ensemble des facteurs de coûts qui sont les vôtres. Donc, on retrouve effectivement le poids de la masse salariale à 65%. On a perdu l'image. On a un résultat sur le panel observé qui était à 3,89% du chiffre d'affaires. Donc, et ensuite, donc le coût principal qui est détaillé après, c'est le coût des véhicules, donc qui était tombé à 13,64% du chiffre d'affaires en 2021, ce qui est faible. Ça va forcément remonter, ne serait-ce qu'avec le coût du carburant, puisque là-dedans, on met l'acquisition du véhicule, on met le carburant, on met l'entretien, l'assurance. Et puis ensuite, dans les autres coûts, on a
qu'un élément qui est à peu près favorable, vous voyez qui baisse, c'est les impôts et taxes, puisqu'on a eu la baisse de la CVAE, qui s'est traduit effectivement par une baisse des impôts et taxes dans les entreprises. On devrait reprendre 50% de baisse de CVAE si le gouvernement ne se fâche pas avec le MEDEF, donc pour ça c'est à peu près bon, et 100% dans 2 ans, donc ça devrait quand même continuer dans ce sens-là. C'est le seul facteur qui structurellement est favorable aujourd'hui. Une analyse un peu en zoom et en qualitatif sur 2 points clés. Le coût véhicule, déjà. Alors donc la décomposition des coûts véhicules, donc de nos 13,64%. Bon là, 2021, vous voyez, le coût du carburant, il était à 5,01. Vraiment, le premier semestre 2021, on avait un prix moyen du gasoil qui était à 1,41 €. C'est sûr que cet été, quand on faisait le plein du gasoil à 2 €, c'était quand même pas la même musique. Bon, c'est redescendu là, puisqu'on est plutôt à 1,60. Je n'ai pas fait de plein récemment. C'est l'inconvénient d'être parisien, ou l'avantage, c'est qu'effectivement, on ne se sert pas de la voiture. Ensuite, donc, le coût de l'investissement, donc là, c'est plus inquiétant, parce qu'il ne fait que 5% du chiffre d'affaires. Et celui-là, il va remonter. Alors, le 5%, si on veut être positif, on dit que c'est le fruit de la négociation avec les constructeurs et que les prix baissent, mais on sait très bien que les prix remontent là, et qu'il y a quand même une tension entre l'offre et la demande, que les véhicules sont de plus en plus chers. Donc, si on fait une autre lecture qui serait beaucoup plus pessimiste, c'est que le parc... Pardon ? On va en reparler tout à l'heure. Donc là, effectivement, donc on peut aussi craindre que le parc vieillisse un peu. Et ça, effectivement, ça veut dire qu'un parc qui vieillit, forcément, c'est des coûts d'entretien qui vont augmenter. Et puis à un moment donné, le parc, il est tellement vieux qu'il va bien falloir aussi qu'il y ait un niveau de réinvestissement. Donc de toute façon, c'est en termes de flux financiers quelque chose qui n'est qu'un décalage dans le temps. Donc voilà pour les coûts, effectivement, véhicules. Et l'autre aspect qu'on regarde un peu plus dans le détail, c'est la part des frais de personnel. Donc là, si on revient sur les frais de personnel, donc avec effectivement la ventilation, donc en fonction des tailles d'entreprise, c'est pour ça que je l'ai remis de façon peut-être un petit peu plus explicite. C'est vrai que d'une taille d'entreprise à l'autre, ça varie pas mal. Plus une entreprise est importante, plus ses frais de personnel sont élevés. Je pense que c'est un coût de structure. À un moment donné, quand vous avez effectivement une certaine taille, vous êtes amené à avoir effectivement une structuration qui vous permet de gérer à la fois du volume d'activité et un nombre de personnel plus élevé. Donc je pense que c'est le facteur principal. Quand une entreprise est effectivement plus petite, le chef d'entreprise fait tout ou fait beaucoup de choses. Donc du coup, on se retrouve effectivement des frais de personnel qui sont plus faibles. Mais bon, ça, il faut tenir dans la durée sur ce modèle-là. Et ce n'est pas forcément satisfaisant dans le cadre de vie pour le dirigeant. Si on résume un peu, on a l'impression qu'on a des entreprises qui ont une année 21 sortie de Covid, donc plutôt solides, plutôt en forme. Elles ont réattaqué avant les tourments et les tensions qui arrivent aujourd'hui, avec une trésorerie, avec une activité relativement en forme et en état pour faire face aux difficultés à ce moment-là. Oui, 2021, enfin, si on n'avait pas l'amoncellement de nuages, là, 2022 et 2023, on aurait pu faire un congrès optimiste, enfin une convention, pardon, Thierry va me donner un coup de pied, une convention effectivement relativement optimiste sur l'économique. Parce que 2021, reprise d'activité, coût du carburant qui était bas, des salaires qui étaient sages. Bon, même si les tensions arrivaient, on les voyait certainement venir fin 2021, mais bon, c'était il y a maintenant 9 mois. Entre-temps, il s'est passé tellement de choses qu'effectivement, là, on est dans une situation qui est radicalement différente. La tension est arrivée avec notamment le carburant, avec notamment l'inflation, avec le coût sur les salaires et les chocs d'attractivité aussi. Qu'est-ce que vous voyez comme prévision pour cette fin 22 et 2023, nourrie un peu de ces tendances-là et des derniers échos chiffrés que vous avez? Alors, pour 2022, la négociation de début d'année, donc qui a eu lieu au niveau des NAO, amène entre 5 et 6% d'augmentation de la masse salariale, qui
est en tout cas en partie couverte à aujourd'hui par les aides que vous avez perçues, hein, les 65 millions qui ne sont pas tous arrivés. Hein, je crois qu'ils sont arrivés à 80% à peu près. Hein, ça doit dépendre un peu des départements. Hein, donc, je suis très prudent sur le sujet. Donc, du coup, ça, c'est, on va dire, en partie couvert aujourd'hui. On va voir un peu la suite de l'histoire là-dessus. Donc, ça, c'est pour 2022. Ensuite, le coût du carburant. Donc, il y a eu des aides, mais qui sont loin de couvrir l'augmentation du coût du carburant. Hein. Donc, là, on a effectivement un phénomène qui est inflationniste qui est important. Et on a un phénomène inflationniste sur les autres coûts qui est de l'ordre de, allez, si on suit le gouvernement, je crois que la prévision moyenne 2022 elle doit être à 5,3 selon le gouvernement, on va dire, on aura peut-être 6. Donc effectivement, si je cumule cet ensemble de coûts et que je le compense effectivement avec les aides donc, qui sont venues compenser l'évolution de la masse salariale, on arrive quand même à une très forte dégradation des résultats en 2022. Structurellement, je ne pense pas que ça se traduise par des pertes par rapport à notre niveau moyen de résultats qui était à 3,89% en 2021, mais on va plutôt tangenter entre le 0 et le 1 qu'effectivement rester à 3 ou 4. Quoi. Et 23 alors 2023, alors là, c'est deux phénomènes. Les aides, on revient dessus, c'est conjoncturel, donc si ce n'est pas transformé en prix, c'est un coût salarial déjà de 2022 de l'ordre de 120 à 130 millions d'euros qui est non couvert. Donc là, il y a une vraie problématique. Il y a une renégociation, il y a des NAO qui vont se réouvrir. Et enfin là, je regarde. Je pense que c'est impossible de mettre zéro. Hein, donc c'est même pas envisageable. Hein, il y a de l'inflation partout, donc c'est même pas possible. Et au-delà de ça, je pense qu'il faut aussi que vous revalorisiez l'écart entre effectivement le DEA et puis le SMIC. Donc on a un double phénomène qui devrait générer une augmentation, alors en fonction de la façon dont la négo va se conclure, mais entre 4 et 6%, voire peut-être même un petit peu plus, d'augmentation de la masse salariale. Donc les 120 millions, on va dire, de l'an dernier ramenés en année pleine, plus, allez, si on dit la même chose cette année, ça veut dire qu'on a effectivement un coût à couvrir qui est très important. Le carburant, on va voir la sortie du bouclier tarifaire, on va voir les mesures qui vont être prises, mais globalement, on peut considérer qu'on restera à peu près à 30% au-dessus du prix de 2021. Donc ça fera quand même un impact qui sera significatif. Et quand on regarde les études qui sont faites par les économistes, alors pas simplement que les Français, mais le FMI également, quand ils regardent la France, ils considèrent que même si on est le pays en Europe qui a plutôt l'inflation la mieux maîtrisée, on va se reprendre 4% à peu près d'inflation en 2023. Donc, à un moment donné, vous allez forcément avoir un certain nombre de consommations de prestations externes au sein de vos entreprises qui vont être augmentées. Donc, vous allez subir aussi ces 4%. Donc, 2022, si effectivement il y a une dégradation de résultats 2023, ça veut dire que sans tarif, c'est des pertes. Enfin, je peux pas dire autre chose. Donc, ouais, on peut faire, avec toutes ces nouvelles réjouissantes, on peut envisager ce 23 en faisant le dos rond, si je puis dire, avec les aides et la trésor qui est tout de même bien en place. Jusqu'à quand, en fait, on peut essayer de faire un peu le dos rond face à tout ça? Là, ça relève de chaque entreprise, puisque la force d'une entreprise, c'est aussi, bien évidemment, son historique, sa capacité à avoir constitué des réserves. Donc, certains vont forcément pouvoir tenir beaucoup plus que d'autres. Mais à un moment donné, ce que je dis, et ce qu'on a dit aussi à l'assurance maladie, c'est ce qui se passe quand vous avez un client privé, vous êtes une entreprise privée, vous avez un client et vous n'êtes pas dans une économie régulée, vous avez vos coûts qui augmentent, vous allez négocier avec votre client. Il n'accepte pas forcément votre prix, hein, c'est de la négo, mais à un moment donné, vous vous mettez d'accord sur un prix et vous continuez à rendre votre prestation. Avec l'assurance maladie, ça doit être la même chose. C'est un client. C'est pas parce que c'est régulé que effectivement on peut pas obtenir quelque chose.
Donc il faut qu'on arrive à l'obtenir. Et surtout que, comme je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, 8% d'augmentation du SMIC sur 2 ans, et c'est probablement pas fini, c'est quand même une décision de l'État. Donc, à un moment donné, il y a effectivement quelque chose qui est mécaniquement de leur ressort. Alors, je voudrais qu'on aille un peu en complément avec Maurice, à la fois sur le retour des analyses de terrain que vous avez, et puis surtout la manière dont, de ces constats et de ces nouvelles réjouissantes, on peut aussi envisager des leviers d'optimisation au niveau de l'activité. On voit que 21, ça sort plutôt en bonne forme de la crise. Et puis, on voit ce contraste tout de même très significatif entre une année 21 plutôt engageante et une année 22 très incertaine. Quels horizons, quelles difficultés principales vous voyez-vous aujourd'hui en cette année 2022 dans laquelle on est? Marc le dit très bien, on a une incertitude qui est là. Elle est sur fin 2022, donc des comptes d'exploitation qui pourraient se rapprocher de zéro. Et un 2023 avec une vraie incertitude en disant qu'est-ce qui peut se passer entre l'inflation, le SMIC et le gasoil. Donc il y a clairement de l'incertitude. Si on essaye d'ouvrir un peu d'optimisme malgré tout dans la discussion en se disant, alors certes, les négociations sont absolument majeures, et donc elles démarrent, mais en même temps, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'entreprise pour essayer de trouver, je ne veux pas dire la solution parce que ça serait très prétentieux, mais en tout cas, des pistes qui pourraient nous permettre de trouver quelques solutions. Ma petite expérience, c'est de dire, la première chose qu'il faut faire, me semble-t-il, et peut-être qu'on le fait déjà, mais il faut donc intensifier la démarche, c'est allons voir notre banquier. Marc l'a dit très clairement, hein, moins de résultats, c'est une capacité à rembourser notre endettement PGE, dette sociale et autres, qui, ça se trouve, sera un peu plus serré. Allons voir notre banquier. Mais si je vais voir mon banquier, je lui dis finalement, qu'est-ce qui se passe dans ma boutique? Qu'est-ce qui pourrait se passer en 2022? Qu'est-ce qui pourrait se passer en 2023? Et qu'est-ce que j'engage sur le plan national, en termes notamment de négo, qui me permettrait de continuer à me développer malgré tout et de passer ce cap difficile 2022-2023. Moi, je le dis honnêtement, aller voir son banquier, qui est notre premier partenaire, c'est la très bonne chose. Je sais qu'on le fait très souvent. Là, il faut donner un signal extrêmement important en lui disant « voilà ce qui se passe ». N'oublions jamais que les banquiers n'ont pas que des ambulanciers et que tu le disais très bien, Marc, hein, les économistes, qu'ils soient en France ou sur le plan mondial, se disent 2023, on parle de croissance zéro, je parle sous ton contrôle, Marc, mais on parle même de récession. Donc les banquiers, ils ont un espèce de mur noir, pour ne pas dire de mur de la dette, qui est là. Donc la première chose, ça manque. La deuxième chose, il y a quand même une chose qui est aussi importante, certaines de nos entreprises ont du contrat hospitalier. On a dans nos contrats hospitaliers, quelquefois, des indices de revalorisation qui permettent d'agir. Quelquefois, on n'en a pas. Ou quelquefois, on en a, mais ils sont capés. Je l'ai vu, je l'ai fait. Ne pas hésiter, même si l'indice ne correspond pas tout à fait à ce qu'on vit, c'est-à-dire qu'il est capé ou qu'il n'existe pas, comme le dit très bien Marc, d'aller voir notre hôpital et de lui dire « on est dans une situation que je vais qualifier de extrêmement compliquée, et donc que faisons-nous » Ça peut marcher. Ça peut marcher. Donc allez voir aussi notre hôpital et notre clinique, parce que ça se trouve, il a, je ne dis pas la solution, mais une partie de solution dans les tarifs. Juste, je vous interromps là-dessus, parce que c'est un point sur lequel vous voyez un levier d'amélioration. Vous parlez de clients, évidemment, il y a l'assurance maladie. Les hôpitaux en sont aussi des clients. Et la gestion du flux, aujourd'hui, article 80, elle n'est pas toujours optimale. Est-ce que c'est un enjeu vraiment d'optimisation, d'amélioration de l'activité, de la rentabilité pour Marc, en complément de ce que... Tu aurais pu répondre. Non, mais clairement c'est un enjeu. Le problème, c'est qu'il n'appartient pas qu'à vous, quoi. Donc, c'est quelque chose qui, effectivement, intègre l'ensemble des parties prenantes dans une chaîne logistique. Et dans cette chaîne-là, il faut que les hôpitaux soient complètement impliqués et conscients du problème. Et ça, malheureusement, c'est pas si facile que ça, puisque vous avez toutes vos contraintes à gérer, ils ont toutes leurs contraintes à gérer, et il faut que cet élément de la chaîne de soins-là puisse évoluer. Bon, après, on a le numérique, hein, on a plein de choses qui vont devoir aussi... En fait, là, on est en train de raisonner sur du passé, mais il y a plein de choses, effectivement, qui devraient pouvoir constituer des leviers. Je pense que le numérique devrait constituer un levier d'amélioration, même si vous avez déjà pas mal avancé dans vos entreprises. Après, je ne sais pas comment on peut, au niveau de l'environnemental, je ne sais pas, on parlait des coûts de parc véhicule, si ça évolue suffisamment, est-ce qu'on va pouvoir réussir à avoir à un moment donné des flottes qui nous permettent d'être moins dépendants du coup des énergies fossiles? Peut-être.
Mais effectivement, c'est des investissements qui regardent un petit peu plus loin. Je reste sur l'hôpital. C'est intéressant le terme de client que vous employez parce que c'est une manière tout de même d'aborder l'hôpital et dire on peut partager peut-être les hausses. C'est un client, mais c'est aussi un partenaire. Et le partenaire, quand on lui demande quelque chose, il faut lui apporter de la création de valeur en échange. On n'est pas juste là pour aller au guichet. Comment ça peut se traduire, cette optimisation de la relation avec ces acteurs-là ? Vous avez parfaitement raison et je veux absolument garder cet optimisme parce que c'est vrai que ce n'est pas simple. Et je sais que beaucoup d'entre nous le font. Quand on va rencontrer notre partenaire hôpital, d'ailleurs qu'il soit clinique ou hôpital, on a tous à peu près des outils de commande qui sont dans les hôpitaux. Soit parce qu'on les a placés, soit parce que les éditeurs les ont placés, donc ils sont là. Ces outils de commande, mais ce n'est pas toujours le cas, donc je fais très attention à comment je le dis, doivent nous aider finalement à mieux tracer, à être beaucoup plus optimal, dans la commande de transport. Mais posons-nous une question, parce que nous, on a fait l'exercice 20 fois. Vous avez demandé à l'hôpital, très bien, vous m'avez commandé des courses au titre de l'article 80, mais finalement, est-ce que vous gérez bien votre supplément tarifaire ? Comme on le sait, l'article 80, c'est l'hôpital a récupéré le budget transport et récupère une partie du coût du transport, ou tout partie du coût du transport, via l'assurance maladie. Moi, je suis extrêmement surpris, peut-être faites-vous l'exercice, que dans les hôpitaux, y compris les gros GHT, et dans les cliniques, ils ont absolument du mal pour trouver finalement, quand ils nous payent le transport, comment est-ce qu'ils vont chercher le supplément tarifaire. Or, aujourd'hui, dans nos entreprises, on a des outils de commande qui permettent effectivement, quand je vais voir l'hôpital, comme vous le dites très bien, d'être force de proposition. Mais en fait, est-ce que vous savez calculer vos suppléments tarifaires ? Est-ce que vous êtes sûr d'être juste ? On sait tous autour de la table que beaucoup d'hôpitaux ont des soucis. On a des solutions où effectivement, dans nos outils de commande, qu'ils soient de l'éditeur ou qu'ils soient dans nos entreprises, pour justement apporter de l'amélioration à l'hôpital. Et c'est peut-être là qu'il faut essayer effectivement de discuter. Et comme vous le dites, il y a un enjeu de revalo, je n'ai pas peur de le dire, mais il y a un enjeu aussi de comment je suis force de proposition vis-à-vis de mon hôpital pour qu'effectivement le partenaire ambulancier que nous sommes soit un partenaire qui compte de plus en plus. La relation partenariale, elle peut être importante pour optimiser un peu ses coûts avec les hôpitaux, avec un autre acteur clé, c'est le constructeur ou le concessionnaire. Comment est-ce qu'avec lui, on peut essayer d'améliorer un peu la relation pour amortir un peu la hausse du coût véhicule qui est certaine ? Ça va être compliqué. La question n'est pas facile, mais je veux garder malgré tout deux choses en tête. Vous l'avez certainement vu, je crois que, en tout cas, moi, ça m'a marqué vraiment cet été, les hôpitaux vont avoir des obligations en termes de flotte verte. C'est-à-dire qu'ils vont mettre des contraintes qui vont être passées dans la loi pour que les hôpitaux, au fur et à mesure, passent leur flotte automobile en étant de plus en plus verte. Nous, on le voit dans nos entreprises, on a quand même de plus en plus d'entreprises qui font le choix de l'éthanol, qui font le choix de l'électrique. C'est vraiment un choix il faut vraiment le regarder parce que Marc le disait, les hypothèses qu'on a commencé à faire tourner sur 2023 sur le gasoil nous font dire que quand même, ça va rester compliqué. Donc, cet enjeu flotte verte, il faut le garder en tête parce que je pense que vraiment, il faut s'inscrire là-dedans parce que jusqu'ici, on n'en a pas une obligation, mais comme notre partenaire hôpital en a une, je pense que ça va nous arriver très très vite. Après, parler avec un constructeur, il ne faut pas se cacher. Si on arrive à faire, que ce soit dans nos fédés ou sur nos territoires, des achats groupés plus en volume, on arrivera à faire quelque chose. Si on reste, et c'est peut-être un peu le travers qu'on a, nous, dans la profession, d'acheter individuellement, parce qu'à la fois, alors je le dis même moi, donc je peux le dire, on pense qu'on est les meilleurs acheteurs et qu'on a les meilleurs prix. En réalité, ce n'est pas vrai. Et il ne faut pas hésiter à aller chercher cet effet de groupement, parce que sinon, face à un concessionnaire, face à un constructeur, ça va rester extrêmement compliqué. Il y a un troisième... En plus, je pense que c'est le moment de faire la bascule parce qu'il y a une vraie tension aujourd'hui entre l'offre et la demande sur le marché constructeur automobile. Et il y a un dernier point qui est très important et vraiment compliqué. On le voit bien, l'activité, elle est là. Mais on ne peut pas en profiter pleinement dans le secteur parce qu'on n'a pas forcément les gars dans les voitures pour tirer le maximum de profit de l'activité en cours. Donc on a l'aubaine, mais on n'a pas le bénéfice de l'aubaine. Et si on veut le bénéfice de l'aubaine, il faut mettre des gens, donc il faut payer plus, donc on se retrouve avec des coûts supplémentaires au niveau des salaires. Est-ce qu'il y a une manière d'émerder cette situation et d'améliorer la gestion des ressources humaines pour pouvoir répondre à ces problématiques d'activité sans se retrouver à dégrader les frais de personnel de manière énorme? Je dirais deux choses, mais là aussi la question est extrêmement compliquée. Je ne voudrais surtout pas rester extrêmement humble. Je pense que malgré tout, la situation qu'on connaît, qu'on décrit ce matin, c'est-à-dire une situation faite d'incertitudes 2022 et 2023, et comme finalement on l'a dit aussi hier, on est très dépendant de l'assurance maladie, je pense qu'il faut
qu'on continue, et je sais que c'est compliqué, à l'expliquer à nos salariés pour effectivement leur faire comprendre qu'on est dans cette situation-là et que donc il faut aussi qu'ils l'entendent. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Ça veut dire qu'il faut vraiment avoir cette pédagogie. Je sais qu'on l'a et je sais que ce n'est pas facile. Après, Gilles et Vincent le disaient hier matin, il y a des enjeux de salaire, mais pas que. Il y a aussi des enjeux qui tournent autour de l'organisation et comment est-ce qu'on peut effectivement mieux répondre. Concrètement, ça veut dire quoi? On entend toujours les mêmes choses, c'est-à-dire qu'on est quelquefois dans des gens qui quittent nos entreprises et qui finalement vont dans des métiers très différents, pas forcément mieux rémunérés que les nôtres, mais avec cet enjeu de « je sais quand est-ce que je commence, je sais quand est-ce que je finis ». Je suis parfaitement conscient qu'on aura toujours beaucoup de mal à dire quand est-ce que je finis. On est par définition un métier. Monsieur le disait tout à l'heure, quand il parle sur des longues distances, il part sur des longues distances. Par contre, sur des enjeux de planning qu'on essaye de construire en donnant un peu plus de visibilité aux salariés par des phénomènes de cycle, en lui disant voilà quels sont tes jours de repos, parce qu'on peut accoler des jours de repos dans un planning qui irait par exemple jusqu'à décembre 2022, on donne de la visibilité à nos salariés et c'est quelquefois ce qu'ils recherchent. Et là où ça peut être intéressant, c'est quand on donne cette visibilité, finalement on fait apparaître à nos équipes qu'on a des jours de repos qui sont placés et peut-être que sur ces jours de repos, ces gens-là sont prêts finalement sur la base du volontariat à dire je viens et je travaille. Et donc, il faut savoir, je pense, réfléchir aussi sur ces enjeux-là organisationnels parce que les gens nous quittent parce qu'effectivement, ils se disent le métier est trop complexe. Et après... Et puis, enfin, pour reprendre juste le début, avoir un marché porteur, c'est pas donné à tous. Donc, effectivement, c'est un atout. Bien évidemment, effectivement, trouver les solutions organisationnelles sur du H24, c'est pas simple. Et l'attractivité pour les jeunes, enfin pas que les jeunes, pour tous ceux qui ont besoin de gérer effectivement à la fois une vie professionnelle et familiale, c'est sûr que c'est un peu le casse-tête, l'organisation du travail. Mais le marché porteur, oui. Je donne un autre élément que je vois de plus en plus dans les entreprises. Nos deux présidents le disaient tout à l'heure. C'est vrai que la profession a énormément progressé en termes d'informatisation, que ce soit dans nos entreprises et chez nos clients hôpitaux, et on arrive maintenant même à mettre du flux et donc à relier. On fait la même chose dans nos ATSU. Mais je n'ai pas peur de le dire parce que j'en suis moi-même un. On n'a peut-être pas encore poussé l'informatisation suffisamment. Je donne deux exemples, Régis. Quand vous rentrez dans les entreprises, 20, 25, 30 salariés, 35 salariés, ça commence à faire du monde. Et quand on regarde comment nous-mêmes on pratique pour faire les payes, donc ils ont quand même des enjeux majeurs et qui peuvent être très chronophages, là, on se rend compte que finalement on est encore dans nos fichiers Excel. Et donc on perd du temps dans nos fichiers Excel qu'en général on communique à notre expert comptable qui en plus derrière nous dit comme tu me communiques des éléments que je dois tout ressaisir à la main, je te fais entre 20 25 € le bulletin. C'est quand même dommage parce qu'on a des outils métiers. T'es pas bien servi. Ouais. On a des outils métiers dans lesquels on a tous ces éléments dits de paye et de planning, et on a aujourd'hui sur le marché des outils qui nous permettent finalement assez facilement d'aller chercher la base de paye et de la déverser dans nos outils de paye. Donc c'est quand même des choses où on peut gagner du temps, et je n'ai pas peur de le dire, Marc me connaît, on va discuter avec l'expert comptable, parce que finalement si je lui informatise, si je lui automatise les données dans son outil, finalement c'est son équipe qui ne travaille plus, et donc peut-être que le prix peut être divisé par 2, voire par 3. Je dis autre chose. On a effectivement dans cette rentrée cet enjeu de TUPH qui est énorme, on sait. Mais en même temps, dans nos outils métiers, on a informatisé énormément de choses. On parle de ce fameux recueil d'activités, c'est-à-dire que nous, entreprises, on doit donner notre activité dite TUPH à notre coordonnateur pour que ce dernier la contrôle et derrière la fameuse garantie de rémunération. Je me déplace très souvent dans les entreprises et je vois des gens qui font ça à la main. C'est pas possible. Dans tous les outils métiers, et quels que soient les éditeurs, l'outil est automatique. Donc là aussi, on va gagner énormément de temps, on va sécuriser la donnée. Et puis je dis surtout autre chose, parce qu'on en parlait, cette garantie de rémunération, il va falloir que le coordonnateur ambulancier la contrôle. Il va peut-être revenir vers mon entreprise en disant « Attends, je ne comprends pas cette course AIG, AAG, sortie blanche, carence, etc. » Si du côté de la TSU et donc du coordonnateur ambulancier, je n'ai pas l'outil qui me permet de matcher mon fichier entreprise avec le fichier du coordonnateur, je suis parti pour... Donc tout ça pour dire quoi? On a aussi des pistes, même si on a honnêtement, sur les 10-15 années, on a progressé en termes d'informatique, mais on a encore des solutions. Et puis je rajouterai une dernière chose, Marc, mais tu le sais mieux que moi, je crois que c'est en 2026 pour nous, petites entreprises, tous nos flux de facturation, factures fournisseurs, devront être absolument informatisés. C'est-à-dire plus de papier. Donc là, faire attention. Donc je pense honnêtement, toujours pour garder cet optimisme qu'on a dans nos entreprises,
Je ne veux pas dire la solution, Régis, je veux dire une partie de la solution qui vont nous permettre, un peu comme tu le disais, on va faire une partie du dos rond le temps qu'on arrive sur le plan national, à la fois dans l'accord avec les salariés et avec l'assurance maladie, à trouver le bon équilibre. Je voulais juste revenir sur le TUPH, puisque c'est un sujet qui a été abordé juste avant. Je pense que ça a quand même plein d'effets vertueux, même si c'est compliqué de mise en œuvre, même si effectivement la rémunération doit évoluer avec l'évolution des coûts. Je pense qu'en termes de communication, c'est quand même un facteur plus pour votre profession, hein, d'être un vrai acteur sur cette dimension-là. Et lorsqu'on a fait la négociation alors je crois que c'était début 2020, Maurice, hein, donc le coût global de ce qui a été négocié pour l'assurance maladie, donc le gain côté entreprise, c'était 208 millions d'euros l'impact. Et sur ces 208 millions d'euros, 76 millions, c'était les effets attendus positifs du TUPH. Donc, à l'époque, je sais que les coûts n'étaient pas les mêmes, donc je sais que ça doit s'ajuster, mais c'était quand même un vrai levier d'amélioration et de capacité à pouvoir répondre sur ces périodes-là. Notre duo est bien en forme. On va allumer la salle si vous avez quelques questions sur les données de l'Observatoire ou ce que nous a dit aussi un petit peu Maurice avant de passer à notre dernière séquence. Est-ce qu'il y a des questions sur les données KPMG? Oui, là-bas. Alors. Bonjour, Samuel, département Vaucluse, pour partager pas forcément des questions. Concernant les banques, tu en as parlé, Maurice. Moi, je dis qu'il y a une banque qu'il faut sortir de suite, c'est la BP Med. La BP Med n'a plus de... On est une profession à risque pour eux. Donc, si vous avez des comptes à la BP Med avant d'arriver dans le rouge, ben partez, hein. C'est un conseil. Et je pense qu'il n'y en a pas qu'un que ça leur est arrivé. La deuxième expérience, c'est que les appels d'offres, bon, on parle du tarif CPAM, mais sur le GHT 84, on a osé plutôt forcer les BPU. C'est-à-dire que les BPU, il y en avait des hôpitaux, on a pu les discuter un peu avant, gentiment, leur dire si vous les bloquez avec des remises, ça ne va pas se faire, et on ne répondra pas. Et si vous les ouvrez, ben, on fera ce qu'il faut. On a présenté des BPU sur 3-4 centres hospitaliers avec des 40% de majoration et 60% pour le VSL. On a présenté sur un BPU d'un centre hospitalier, il l'avait bloqué. Nous, on l'a présenté, on l'a débloqué et on l'a présenté quand même. On est allé en négociation, on leur a bien expliqué. On avait les données de KPMG qu'on a ramenées à l'état plus concret pour eux. Et on leur a dit, on ne vous demande pas 40% pour le plaisir de demander 40%, mais on vous demande 40% parce que voilà, il y a ça, ça, ça et ça. Et on s'appuyait sur les données de KPMG. Et ils l'ont compris. Ils l'ont compris parce qu'eux, ils veulent un prestataire où demain, quand ils appellent une ambulance, il faut qu'on soit là. Pourquoi? Parce que si demain l'ambulance n'est pas là, eh ben, le service il va être encombré. Eux, il faut qu'ils fassent un minimum de lits, de temps au niveau des occupations. Donc, il faut l'ambulance. Et ça, c'est important. Appuyez-vous sur les articles 80. Et ça, pour le faire, tu le sais, Maurice, on a fait des GME, nous, dans le secteur. Qu'on s'aime ou qu'on s'aime pas, on est tous partenaires. On n'est pas des concurrents. Il faut arrêter. Il faut dire qu'il y a tant, comme je disais au responsable du GHT 84, je disais, si vous bridez vos appels d'offres, vous allez vous priver de toutes les autorisations de transport sanitaire du département. Donc faites-leur comprendre qu'il faut arrêter de brider tout ça. Et il faut les ouvrir. Ce qui rejoint ce que dit Maurice sur l'enjeu du partenariat aussi. Et ça se fait parce qu'on l'a fait et on va avoir des BPU à 27, allez, on a coupé un peu la poire en deux, à 27% de majoration. Deux réactions par rapport à ce que dit Samuel, parce que je connais bien le dossier. La première chose, et c'est vrai parce qu'on l'a fait ensemble, on a un GHT, et je pense que c'est quelque chose que vous pouvez effectivement lancer, qui a compris à quel point sur 2022 et sur 2023, il y avait une vraie incertitude.
Et donc il comprenait que dans le BPU, si simplement il suffisait d'indiquer un taux de remise et que s'il y a un indice d'indexation, ben je le cale en disant ça ne sera pas plus de 2, l'hôpital a bien compris qu'on était dans un contexte où c'était très compliqué. Et donc finalement, l'hôpital il a accepté des jeux de discussion et des négociations en termes d'aller-retour. Et ça c'est vrai, et tu le disais, allez voir son hôpital, parce que notamment on peut être en termes de l'article 80 est repositionné sur les 4 ou 5 prochaines années, il y a un moment d'échange qui peut être propice pour les deux parties. La deuxième chose, je l'ai dit à Samuel parce qu'on se connaît depuis de nombreuses années, il faut quand même faire très attention parce que moi je vois aussi des hôpitaux qui vont chercher des autorisations et qui disent attendez, si les ambulanciers me font des BPU avec des majorations à 2 chiffres, moi aussi hôpital j'ai un enjeu et je vais chercher aussi une autorisation ambulance. C'est ce qui peut se passer aussi dans le Vaucluse et donc il faut faire quand même attention. Mais à nouveau, retenons le côté positif, échanger avec son hôpital, y compris dans un marché, parce que l'hôpital comprend qu'il ne peut pas brutalement et mécaniquement poser un document en disant c'est ça. Est-ce qu'il y a une autre question, remarque Oui. Oui, Lionel Wizard, implanté en Guyane depuis 34 ans, l'entreprise. Je dirais quand même merci déjà au CSNA et au FMDS. Mais ce que nous rencontrons par rapport à vous, ça veut dire la venue de l'ambulance, quel que soit le matériel, au prix où nous l'achetons, parce que hier, il y a des gens qui se sont manifestés, je ne vais pas dire que j'approuve, mais je soutiens quand même, parce que c'est un agacement et un énervement de tous les entrepreneurs de transport sanitaire, ça va de soi, avec tout ce qui tombe, toutes les notifications, mais tout de même, on n'est pas logé à la même enseigne. Ça veut dire que tout un chacun dit qu'il se déplace par-ci, par-là de la métropole. Nous sortons des DOM. Ça veut dire 8000 km. Au prix où nous payons le billet, au prix où nous payons l'hôtel, location de voiture ou autre. La venue des ambulances, le prix où nous l'achetons et tout ce que nous payons à l'arrivée, ça veut dire certains ont l'octroi de mer, comme nous n'avons pas la TVA. En revanche, en Martinique, en Guadeloupe, La Réunion, ils ont la TVA, mais qui est quand même moindre. Mais ça coûte beaucoup plus cher au prix de l'ambulance que vous avez en métropole. Sans compter la défaillance, il faut renouveler le matériel, ça veut dire toujours les pièces, 8000 km toujours. On n'a toujours pas ça. Et aussi le travail qui est effectué par les présidents, dont Thierry Chifano, vis-à-vis des DOM, le travail effectué aussi par, je reviendrai, mais à culpa, de ce que son âme repose en paix, Lucien, Bernard Bocard, vis-à-vis des DOM, le jeudi, on avait toujours une petite réunion. Ça veut dire qu'ils venaient vers nous et on échangeait de façon à pouvoir, parce que c'est de par des échanges qu'on arrivera à solutionner certaines petites choses. Je ne dis pas que ce sera un bien acquis, mais on va solutionner. Maintenant, le nouveau président, je sais que c'est Dominique, je ne sais même pas. Le message est passé, hein. Il entend. Ah, je sais qu'il entend. Il entend. Ça veut dire que quand on se croise, on a un petit sourire. Je ne sais pas s'il est malicieux, s'il est amical ou s'il est la bienvenue. Mais tout de même, voilà quoi. C'est une invitation à aller en Guyane en tous les cas. C'est plutôt bien. Ça vous fera voyager depuis la Lorraine aussi. Voilà, la Guyane, c'est pas seulement là. Nous sommes numéro 1. Un mot. Il va vous répondre d'un mot. Merci. Oui, merci. Effectivement, on ne se réunit plus à Paris avant la visio. Non, mais attends, je vais répondre quand même. Mais par contre, on vient très souvent dans les DOM et je t'invite à venir le 29 octobre à Saint-Martin puisqu'on fera l'anniversaire des DOM. Thierry Chifano, j'ai fait des éloges à ton égard. Non, mais on va pas faire les affaires de famille maintenant. On a un timing à respecter. Pas pour Dominique. Donc on a entendu le message. Dominique, puisque j'ai quand même instant. 2 minutes juste pour te répondre. Effectivement, depuis qu'on fait ces conventions groupées, on fait plus cette petite réunion. On la faisait jusqu'à temps. Et à savoir qu'à la Chambre, on a une commission spéciale d'Om-Tom maintenant. Et vous êtes tous invités. Et il y a un représentant minimum par Dom ou Tom. Donc il n'y a pas de souci. On pense à vous régulièrement. On a des administrateurs qui sont de chez vous d'ailleurs.
Merci, Alors, merci. ce sera avec plaisir si la Chambre paye le billet pour qu'on vienne à cette réunion. L'ensemble du message est passé. J'allais dire l'ensemble du message est passé. Pour ces détails logistiques, on vous laissera voir après la réunion. Le déjeuner et l'après-midi seront des bons moments pour cela. Merci en tous les cas à notre duo de choc. On peut les applaudir très fort.